Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. À la une de la presse notamment. Ces commémorations aujourd'hui du 30e anniversaire du génocide de Srebrenica, où plus de 8000 hommes et garçons musulmans ont été tués par les forces serbes de Bosnie. En souvenir de la pire tuerie de masse commise sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, Sarajevo Times annonce une journée de commémoration au Parlement européen où un vote est également prévu mercredi pour réaffirmer le soutien à la demande d'adhésion à l'UE de la Bosnie-Herzégovine, mais aussi l'inquiétude des Européens face à, je cite, l'impasse des réformes et à la rhétorique sécessionniste de la Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie où se situe Srebrenica et qui refuse toujours de reconnaître le génocide, tout comme d'ailleurs la Serbie voisine que dirige actuellement le président Aleksandar Vučić. Et 30 ans après ce génocide, Hélène, Libération s'est rendue à Srebrenica où deux communautés serbes et bosniaques continue de coexister. Le journal raconte une région sinistrée où les proches des victimes du génocide peinent à combattre à la fois l'oubli et le déni, où plus rien ne semble pouvoir redevenir comme avant. Avant la guerre, on allait les uns chez les autres pour les mariages, les anniversaires ou les enterrements. On mangeait et on vivait ensemble, on ne s'intéressait pas aux origines, témoigne Fadila Efendic, qui gère aujourd'hui une boutique de souvenirs à Srebrenica, en face même du cimetière où sont enterrés son fils et son mari massacrés il y a 30 ans. Un génocide que nie aujourd'hui le président de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, qui est au pouvoir depuis bientôt 20 ans et qui incarne, selon Libé, autant la dérive sécessionniste de la Republika Srpska qu'il cristallise les tensions à la fois identitaires et les divisions ethniques. Je ne saurais trop vous renvoyer vers le reportage de billets retour de France 24. Nos reporters sont retournés à Srebrenica 30 ans après. Dans la presse aussi, Hélène, cette visite d'État à partir de demain d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, c'est la première pour un président français depuis 2008. Et le Parisien aujourd'hui en France annonce, Damien, une visite pour relancer l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Une visite de reconvergence, disent les diplomates, consacrée aux questions de défense, spécialement à l'Ukraine, mais aussi aux dossiers qui fâchent, comme la pêche et l'immigration. Alors que cette année 2025 atteint déjà un record avec plus de 20 000 migrants ayant traversé la Manche, la Grande-Bretagne reproche à la France de ne pas lutter suffisamment contre ce phénomène. Côté français, un changement, dit-on, du cadre d'intervention semble toutefois en cours, comme en témoigne une vidéo qu'ont diffusée nos confrères de la BBC à la fin de la semaine dernière, montrant des gendarmes du Pas-de-Calais crevant un canot pneumatique chargé de migrants à coups de couteau. D'après Le Monde, la crevaison des bateaux en mer n'est pas une pratique inédite, mais pourrait prendre une tournure, si je puis dire, plus systématique à la demande du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui cherche actuellement à négocier une rallonge budgétaire de plusieurs millions d'euros auprès du Royaume-Uni pour lutter précisément contre l'immigration illégale côté français. Et alors Hélène, à propos de millions et de milliards, la Cour d'appel de Paris doit trancher aujourd'hui un contentieux entre la Malaisie et les lointains héritiers d'un sultan. Et attention, le montant il est important, plus de 12,5 milliards d'euros. Le Parisien aujourd'hui en France raconte l'affaire extravagante, ou plutôt la saga judiciaire qui oppose d'un côté cet État d'Asie du Sud-Est et de l'autre, effectivement, les héritiers du sultan Jamaloul Alam, que vous voyez ici sur cette gravure ancienne. Il a régné à la fin du 19e siècle sur la région de Sabah, c'est en Malaisie orientale. Ce souverain avait conclu à l'époque un accord avec des exploitants, des colons européens, britanniques et allemands, les autorisant à exploiter son territoire en échange d'un loyer annuel, contrat qui a été repris par la Malaisie au moment de son indépendance en 1963. L'État malaisien a ensuite perpétué la tradition en versant chaque année aux descendants du sultan une somme symbolique, 5 000 $ chaque année, jusqu'en 2013, lorsque l'un de ses héritiers, Damien, a eu l'idée, à ma foi assez farfelue, d'essayer de reprendre le territoire de ses ancêtres armes à la main. L'aventure a tourné au désastre et la Malaisie, fort mécontente, a alors suspendu les versements aux héritiers du sultan. Ce sont ces derniers qui ont donc décidé de poursuivre l'État malaisien. Je vous épargne les multiples rebondissements de cette bataille judiciaire qui est menée devant plusieurs tribunaux européens et dont il n'est pas certain d'ailleurs qu'elle se conclue définitivement à Paris.
Tout le monde le sait, hein, tout est souvent affaire de patience. Transition, ma foi, diabolique, n'est-ce pas, Damien, vers ce papier de l'équipe sur l'étonnant record de Nico Hülkenberg. C'est un pilote de Formule 1 allemand. Il a commencé sa carrière en 2010 et il a terminé hier 3e pour la première fois de sa carrière à 37 ans au Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne, après 239 départs dans la catégorie Rennes. Un record, donc. Et à la rubrique Grand Prix, toujours, Hélène, dans une autre catégorie, c'était hier également, les championnats du monde de décortiquage de crevettes grises. Oui, France Info précise que la 20e édition de cette prestigieuse compétition s'est déroulée à Lefrancouc, c'est près de Dunkerque, dans le nord de la France. C'est là que les quelques 160 décortiqueurs inscrits, vous le voyez ici, se sont affrontés, nous dit-on, dans une compétition acharnée, alignée, serrée comme des sardines. Anne Dahl, décortiqueuse belge, témoigne: je n'ai pas de secret, c'est juste une crevette à la fois. Ce n'est pas une tactique, tout est dans les doigts. Une technique, semble-t-il, payante, Damien, puisque Anne Dahl, venue de Bruges, a conservé son titre de championne du monde de décortiquage de crevettes grises, d'après La Voix du Nord, qui indique que 2 de ses compatriotes ont également remporté les 2 places suivantes. Un podium 100% belge, donc félicitations à nos sympathiques voisins, une fois. Voilà, et au moins, il n'y a pas de concours de cri de la crevette, c'est déjà ça. Merci beaucoup, Hélène. Tout autre chose, maintenant, un reportage maintenant sur les soupçons